Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Henry Tillman, le PDG d'Ayna Global Advisory and Research, qui est profondément impliqué dans les projets énergétiques et d'infrastructure. Donc oui, bienvenue dans l'émission. Merci Glenn. C'est toujours un honneur d'être avec vous. Je suppose que l'accès à l'énergie a toujours été un pilier fondamental de la civilisation, qu'il s'agisse de l'énergie humaine, du charbon et de l'acier, du pétrole, de l'électricité ou de l'énergie nucléaire. Mais il semble que nous soyons proches d'une révolution majeure dans le domaine de l'énergie qui pourrait transformer la civilisation humaine. Je ne suis pas sûr que ce soit une exagération. Mais on dit maintenant que la Chine pourrait avoir de l'énergie bon marché pour les 60 000 prochaines années grâce au thorium. Cela est souvent considéré comme le saint Graal de l'énergie nucléaire. Et en effet, nous avons maintenant des reportages sur le premier réacteur au thorium fonctionnel dans le désert de Gobi en Chine. Pouvez-vous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est si important? Bien sûr, tout d'abord, les mots que vous avez choisis sont ceux que j'ai choisi de présenter en octobre 2023 au Forum du Cercle Arctique. La révolution du thorium devant 25 pays. J'étais d'accord avec vous à ce sujet il y a quelques années, mais l'histoire du thorium remonte aux années 1830 en Norvège, en tant que terre rare essentiellement. Et c'était en 1941 aux États-Unis, à Berkeley, où je suis allé à l'école plus tard, bien sûr, que le plutonium et le thorium faisaient partie du projet Manhattan. Mais le thorium n'est pas explosif par lui-même. Donc le choix s'est porté sur le plutonium. Et vous avez vu le film l'année dernière, ce qui s'est passé en conséquence. Mais ils ont continué à travailler sur le thorium, même si le plutonium a été utilisé et toutes les explosions que vous avez vues. En 1959, Edward Teller, dans le cadre de l'initiative d'Eisenhower pour une énergie nucléaire sûre, avait développé le thorium comme réacteur nucléaire et l'avait présenté à la première compagnie pétrolière américaine en 1959, en disant « Nous avons un problème avec le CO2, et voici la solution, car c'est propre, non explosif et disponible à plusieurs endroits dans le monde, ce dont je parlerai. » Donc cela a été présenté en 1959 et de 1962 à 1972, les États-Unis ont fait fonctionner le premier cargo au thorium pendant 10 années consécutives sans incident. Il a également été utilisé à Oak Ridge à terre de 1965 à 1969 pendant environ 13 000 heures. C'était un peu sporadique. Mais en 1972, dirigé par l'amiral Rickover des États-Unis, qui était un personnage assez particulier avec Nixon, le plan ultime n'était pas d'utiliser le thorium à l'avenir, mais d'utiliser le plutonium dans le programme nucléaire. Et donc de 1972 à 2011, les États-Unis, soutenus par le Royaume-Uni, avaient verrouillé la formule pour l'utilisation du thorium. Puis Fukushima est arrivé. Et au moment où Fukushima est arrivé, les États-Unis avaient décidé qu'il fallait remonter le temps et parler à vos amis chez Mearsheimer et Sachs. Car il fut un temps où l'Amérique travaillait avec tout le monde. Donc à un moment donné, vers 2011, les États-Unis ont ouvert la technologie à de nombreuses universités et à de nombreux gouvernements. Mais cela a également été dirigé, selon mes recherches, par 2 sénateurs américains, l'un de l'Utah et Harry Reid du Nevada, pour dire « Mansla ». Si vous utilisez cela, vous devez rendre la propriété intellectuelle. Ils l'ont donc donné au fils de Jiang Zemin, littéralement en Chine, en 2011, mais cela a également été envoyé en Russie et dans plusieurs autres pays. Ce que je trouve intéressant à ce sujet, c'est que dans les années 1950, le thorium a également été utilisé un peu dans un projet appelé CANDU au Canada. Comme vous le savez probablement, mes enfants sont canadiens. Et il a également été utilisé en France, donc il y avait une certaine connaissance de cela.
Et bien sûr, la Chine avait une certaine connaissance de ce qui se passait au Canada dans les années 50 et 60. Donc la Chine avait connaissance de cela dans les années 50, 60 et 70. Ainsi, lorsque cela est devenu ouvert à l'utilisation, la Chine s'en est emparée. Et de nombreux autres pays ont fait de même. Mais la Chine a été le leader derrière cela et a pris une décision stratégique en tant que pays pour le soutenir. Ils ont accéléré l'utilisation de la technologie nucléaire, la première étant non-thorium, puis il y a le nucléaire dit 3, et ensuite le thorium, dont vous parlez ici. Vous avez raison de dire que cela a commencé en 2011. Ils ont commencé à y investir de l'argent dès 2011, et c'est devenu fonctionnel l'année dernière. Le point fort, la raison pour laquelle nous posons la question maintenant, est que ces derniers jours, ils ont rechargé le réacteur. Oui, c'est un réacteur fonctionnel, et ils ont suivi leur propre voie en construisant un grand réacteur terrestre, qui sera fonctionnel d'ici 2029-2030. Mais encore plus proche de cela, la Chine utilise également le Linglong 1, qui sera fonctionnel l'année prochaine. D'un point de vue SMR, ils ont probablement au moins 5 ans et peut-être 10 ans d'avance sur le reste du monde dans ce domaine. Et ils ont certainement 10 ans d'avance dans l'utilisation du thorium pour les réacteurs plus grands par rapport au reste du monde. Maintenant, le thorium lui-même, pour revenir à votre question, est répandu dans le monde entier. Personne ne le contrôle. L'Inde en possède la plus grande partie, la Turquie en a une grande partie. La Chine en a une part. La Norvège, votre pays, en a une part. J'ai parlé à votre ancien ministre de l'Énergie, et la Norvège a envisagé d'utiliser le thorium en 2008-2009, mais n'a pas réussi à comprendre comment le faire fonctionner. Donc c'est largement répandu dans le reste du monde. C'est beaucoup moins cher, beaucoup plus puissant et sûr. Et donc, comme je l'ai mentionné auparavant, le SMR qui sort est un SMR de génération 3 et le thorium est un SMR de génération 4. Les anciennes technologies sont de génération 2. Plus la génération est avancée, plus elles sont sûres et puissantes. Ainsi, elles peuvent être utilisées dans le monde entier, mais cela prend beaucoup de temps à construire, nécessite une énorme concentration sur sa construction et un soutien gouvernemental considérable pour la réaliser. La Chine est passée de 400 millions à probablement 6 milliards dans ce domaine. Ils sont passés de quelques employés à plus de 400 employés. Mais la puissance de cela, comme vous le soulignez à juste titre, sera énorme pour les pays de la ceinture et de la route. D'abord, les plus petits SMR. Et ensuite, bien sûr, les pièces plus grandes lorsque le réacteur au thorium terrestre sera opérationnel. Cela vous donne-t-il un bon aperçu? Oui, tout à fait. Mais si c'est 200 fois plus efficace ou fournit 200 fois plus d'énergie que l'énergie nucléaire traditionnelle et que c'est plus propre et plus sûr, comment se fait-il que le monde entier ne se précipite pas pour développer cela? Eh bien, en fait, ils le sont. C'est une bonne question. Donc, ce que vous voyez, j'ai commencé à étudier cela en 18. J'ai d'abord publié à ce sujet en 23. Si vous regardez les cours des actions, les matières premières américaines, la société nucléaire américaine a explosé, même si elle n'aura pas de revenus avant 2030-2031. Et bien sûr, la grande dépense initiale sur le thorium, c'est, vous savez, un ticket de 4 milliards de dollars. Je pense que vous regardez l'Indonésie, c'est un chiffre de 4 milliards de dollars, parce que l'Indonésie essaye de construire une centrale au thorium avec la technologie du Danemark et des États-Unis. C'est une dépense de 4 milliards de dollars. Numéro 1 et numéro 2, même si vous la construisez, il y a une période de temps avant qu'elle ne commence à générer de l'argent par cet angle commercial de cette chose. Et donc, tout comme la Chine l'a fait avec le solaire et l'éolien,
En les soutenant pendant 25 ans, les prix ont baissé et sont devenus fonctionnels. Il faudra des années avant que cela devienne fonctionnel, que ce soit au niveau des SMR ou seulement au niveau du sol avec le stockage. Donc, c'est moins cher à obtenir et il y en a plus à obtenir. Oui, eh bien j'ai une question différente, à savoir que je travaille comme conseiller pour de nombreux pays et beaucoup de pays semblent incapables de comprendre que cela évolue si rapidement. Leur approvisionnement en uranium pourrait maintenant valoir beaucoup d'argent. Depuis 5 ou 10 ans, ils passent de l'uranium au thorium et il y a tellement plus de thorium. Ils semblent incapables de comprendre à quelle vitesse tout cela évolue, même au niveau gouvernemental. C'est assez extraordinaire, en fait. Mais comment pouvons-nous expliquer que la Chine ait une avance si importante sur ce sujet? Et qu'est-ce que cela signifiera, je suppose, pour l'économie chinoise à l'avenir? Tout d'abord, c'est une source d'énergie puissante. Elle brûle à 98% proprement et il y a très peu de déchets après utilisation. C'est beaucoup moins cher et pourrait alimenter le pays. Si je vais un peu plus loin, probablement dans 15 ans, je pourrais voir cela utilisé pour alimenter l'IA. Aux États-Unis en ce moment, vous avez un certain nombre de grandes entreprises qui essayent d'alimenter leurs centres de données ou d'IA. Et cela signifie que vous avez besoin d'énergie nucléaire. C'est la meilleure et la plus efficace formule pour l'énergie nucléaire sur une période de temps. À court terme, ils vont devoir envisager d'autres options. Mais dans quelques années, entre 2030 et 2035, le thorium sera utilisé dans de nombreux autres pays. J'ai vu des estimations de 30, non seulement en Chine, mais en 30 et 41 pays le long de la ceinture et de la route, sont intéressés à examiner les réacteurs au thorium pour alimenter leur pays. Mais ont-ils leur propre technologie ou vont-ils compter sur la Chine pour les aider à construire cela? Ce sera de la technologie chinoise. Eh bien, beaucoup d'entre elles sont en fait modulaires. Les SMR sont modulaires, donc pièce par pièce. Mais oui, ils dépendent de la technologie chinoise. C'est donc un changement de jeu majeur. Mais encore, une grande partie de la concurrence et des conflits mondiaux concerne les ressources énergétiques. Cela va-t-il remplacer d'autres formes d'énergie? Comment prévoyez-vous que cela façonnera le système international? C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent thorium, jusqu'à ce que ça se produise, que le thorium est devenu actif ces derniers jours. Il y a encore beaucoup de sceptiques. Si je remonte quelques années en arrière, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus en 2018. Les gens disaient que cela ne fonctionnait pas et que ça ne fonctionnait pas. Et oui, cela a fonctionné de 65 à 69, mais pas vraiment. Seulement une partie du temps. Il y avait beaucoup de sceptiques disant que cela ne fonctionne pas. Maintenant, ça fonctionne. Oui, je crois personnellement, et ce n'est pas une déclaration gouvernementale, c'est ma déclaration en tant que chercheur, qu'à partir du milieu des années 2040, vous pourrez aller de la Corée à l'Allemagne, à travers l'Eurasie, grâce à l'IA, que ce soit des voitures sans conducteur, des trains ou des camions alimentés par cette forme d'énergie nucléaire, tout sans conducteur. Je ne sais pas si c'est comme dans Star Wars, mais je veux dire, c'est ce que je pense vraiment qui va se passer au fil du temps, rapidement, en quelque sorte d'ici 2045. Donc tous ces pays pourront alimenter cela, n'est-ce pas? Ils pourront utiliser cette technologie chinoise. C'est une technologie chinoise, mais le thorium est disponible ailleurs dans le monde. Et ça est-il adapté à différentes formes de transport?
That's a very good question. He has both, actually. It's a good question. C'est une très bonne question. Les deux, en fait. C'est une bonne question. Donc la Chine fait cela. Elle construit le plus grand navire cargo du monde, alimenté par le thorium, qui a été lancé en 2023. Et il s'intéresse également au nucléaire offshore, actuellement dirigé par la Russie. La Russie a été à l'avant-garde de cela. Le premier nucléaire offshore a été réalisé en 2020 par la Russie, mais ce n'est pas du thorium. C'est à base d'uranium, mais c'est offshore. Et puis de mon point de vue, de nombreux pays occidentaux cherchent à faire cela dans le domaine maritime. Et cela est dirigé, toutes mes félicitations à un homme nommé Michael Bowe, qui dirige CorePower UK, et qui est quelqu'un qui mène la charge occidentale pour faire cela, rassemblant le soutien à travers le monde, à la fois du capital en action provenant d'autres sources, et aussi des gouvernements pour soutenir cela. Et maintenant, vous avez plusieurs puissances principales financées principalement par des partenaires japonais. Mais il y a un certain nombre de partenaires occidentaux, soit scandinaves, soit nord-asiatiques, dirigés par le Royaume-Uni à travers CorePower et aussi par les États-Unis. Car en fin de compte, les États-Unis aimeraient utiliser ce type d'énergie pour alimenter des navires le long des rivières. Donc oui, vous avez raison. C'est à la fois terrestre et offshore. C'est à la fois du thorium et de l'uranium. Tout cela se développe très très rapidement. Mais cela ne peut pas obtenir beaucoup de couverture médiatique pour une raison quelconque, ou la couverture qui en sort ne décrit pas vraiment cela en détail. Qu'est-ce qui explique la compétitivité chinoise? Est-ce simplement l'avancement technologique en Chine, ou est-ce leur capacité à mettre en œuvre cela à grande échelle? Parce que, comme vous l'avez mentionné, les États-Unis et d'autres travaillent sur ce sujet, mais ils en sont encore au stade scientifique ou expérimental, tandis que les Chinois le mettent réellement en œuvre et ont déjà leur premier réacteur en fonctionnement. Alors pourquoi? Comment pouvez-vous expliquer cela? Est-ce l'échelle? Parce que généralement, avec d'autres technologies, vous voyez cela comme un avantage clé. Je peux répondre à cela en utilisant une citation récente de la personne qui dirige le projet de thorium pour le gouvernement chinois, qui dit en gros que parfois les lapins se fatiguent et grossissent, et parfois les tortues peuvent les rattraper. Donc je paraphrase ces mots, mais fondamentalement les États-Unis ont eu cette technologie depuis 1959 et ils l'ont arrêtée en 1972. Oui. Donc je pense que si vous regardez cela, je ne le sais pas. Je ne suis pas impliqué dans ces discussions. Donc je ne veux pas être impliqué dans ces discussions. Je pense que vous verrez que l'objectif actuel des États-Unis dans les prochaines années est de vendre du GNL à l'Europe. C'est un jeu de GNL vers l'Europe sous Trump 2, forçant la Russie à chercher ailleurs pour son GNL. Donc l'accent est vraiment mis sur une stratégie à court terme par rapport à une stratégie à long terme de 20 ans. Parce que rappelez-vous, ce TMSR dont je parle pour le réacteur au thorium a commencé en 2011 et ils s'y sont engagés à fond et la Chine s'est engagée à fond dans cet engagement. Mais rappelez-vous aussi que la Chine a étudié cela depuis les années 1950. Ils ont examiné cela pendant une si longue période. Ils savaient ce qu'il y avait là-dedans. Ils ne savaient pas comment le faire fonctionner. Mais lorsqu'on leur a finalement donné l'opportunité de le faire fonctionner, ils ont tout mis dedans. Ils le font toujours. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de vacances prises par ces travailleurs parce qu'ils sont des années en avance dans le développement de ces technologies. C'est donc un énorme engagement de la part des travailleurs du pays jusqu'au sommet du pays, car en essence, cela va changer le monde. Comme vous le dites, c'est une révolution du thorium, et donc je ne vois rien qui puisse arrêter cela. En fait,
Ce que nous avons vu, c'est qu'ils sont passés de dire « c'était en 2023 que la Chine avait 20 000 ans de thorium en Chine même ». Ils ont maintenant 60 000 ans de thorium en Chine même. Et je pense que si vous regardez plus loin, vous verrez que la Chine voudra construire un réacteur au thorium sur la Lune d'ici 2040. C'est donc une source d'énergie illimitée, en effet. Et pas seulement pour la Chine, mais aussi pour des dirigeants mondiaux comme l'Inde et la Turquie. Il y a beaucoup de ce genre de choses dans le monde, et c'est beaucoup moins cher que l'uranium. Eh bien, c'est une source d'optimisme, n'est-ce pas? L'absence de rareté, car s'il y avait beaucoup de rareté, on supposerait que tout serait concentré en Chine. On peut imaginer que s'il y a trop de concentration sur cela, cela pourrait alimenter des conflits. Mais avec cela, réparti et en abondance, cela remplacera-t-il le gaz et le pétrole? J'essaie de comprendre la signification de cela. Eh bien, je pense, vous savez, je suis dans l'investissement. Vous savez, je suis dans le conseil. Je pense qu'on regarde un ensemble, vous savez, diversifiant le risque. Vous savez, je suis assez optimiste à court terme, à moyen terme, concernant l'hydrogène vert. Si vous regardez l'Afrique du Nord ou même la Namibie, ou, vous savez, d'autres parties du monde, vous regardez l'hydrogène vert pour alimenter l'Afrique. Donc il y a beaucoup de mouvements intermédiaires dans cela. Oui, mais à plus long terme, je pense que le thorium jouera un rôle majeur dans cela. Comme je vous l'ai dit, j'envisage une période où les voyages transeurasiens seront alimentés, l'IA sera alimentée par le thorium, la ceinture et la route seront alimentées par l'énergie au thorium. C'est visionnaire. Je sais que cela semble un peu étrange. Les gens diront, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais je suis assez sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, c'est pas un grand secret que l'IA nécessite beaucoup d'énergie. Et évidemment, la Chine a aussi l'initiative de la ceinture et de la route. Donc c'est quelque chose qui complète vraiment les activités économiques plus larges de la Chine. Je veux dire, cela alimenterait l'ensemble du projet. Je pense que c'est le bon mot à utiliser. Et je pense, comme je l'ai dit, que vous examinez de nombreuses options différentes dans un portefeuille énergétique. Même les grands producteurs que vous auriez à travers le Golfe examinent sérieusement cela. Je peux présumer qu'ils seront partenaires de la Chine, quelque part sur la route, dans l'activité du thorium. Ce sont des volontés. Et encore une fois, si vous regardez cela, pensez à la façon dont nous sous-estimons, je pense que le monde sous-estime, la puissance nécessaire rien que pour faire fonctionner les centres de données. Je veux dire, j'ai lu quelque part qu'un centre de données d'Amazon, juste à l'extérieur de Washington, D.C., nécessiterait la même quantité d'énergie que la ville de Chicago, mais pour un seul centre de données. Donc vous allez devoir avoir une puissance adéquate pour faire fonctionner tout cela. Rien que les centres de données plus les autres pays dont nous parlons. Par conséquent, vous aurez besoin d'énormes quantités d'énergie nucléaire. C'est pourquoi la Chine a pour priorité numéro 1 de réellement diriger le monde en matière d'énergie nucléaire d'ici 2030. C'est tellement incroyablement perturbateur, cependant. Si nous regardons en arrière la première révolution industrielle, évidemment, les Britanniques avaient l'avantage, mais ensuite, vous aviez des pays comme la Chine et la Russie qui prenaient du retard, et ils ont payé un lourd tribut. Les Russes, bien sûr, ont été vaincus lors de la guerre de Crimée, en grande partie parce qu'ils avaient pris du retard dans la révolution industrielle. C'était au milieu du 19e siècle. À la même époque, au milieu du 19e siècle, les Chinois ont également été vaincus lors des guerres de l'opium. Mais cela ne remettra-t-il pas la Chine aux commandes, étant donné que c'est une nouvelle technologie si perturbatrice?
I think it's important to look at Rosatom. Je pense qu'il est important de se pencher sur Rosatom. Nous avons réalisé un article sur Rosatom qui a été publié l'année dernière sur notre site de recherche et nous suivons Rosatom tous les jours. Rosatom a fait un travail fantastique avec ses SMR à uranium et ils continuent de les développer. Ils viennent d'annoncer le SMR à uranium de génération 4. Ils ont commencé les FNPV en mer en 2020. Oui, si vous regardez le nombre de partenaires qu'ils ont dans le monde, ils sont présents dans 57 pays. C'est assez incroyable. Donc Rosatom, encore une fois, personne ne parle de Rosatom, mais c'est une entreprise avec une capitalisation boursière d'environ 20 milliards de dollars. Elle est très proche du président Poutine. Quand ils voyagent avec lui, et ils sont incroyablement puissants. Ils viennent d'annoncer une série de succès dans les SMR modulaires en Ouzbékistan, où j'ai fait des recherches. Ils ont annoncé le Vietnam au premier trimestre de cette année. Et aussi, ils s'élargissent. Ce n'est pas seulement l'uranium, ce sont les succès dans la production d'uranium, pas seulement le nucléaire. Donc c'est une entreprise diversifiée et ils développent très agressivement leur activité et c'est commercial. Et je pense que je viens de mentionner l'ASEAN d'ailleurs. Je viens de faire un article, je pense que je te l'ai envoyé, que j'ai envoyé au gouvernement britannique. La région de l'ASEAN elle-même, pour te montrer à quelle vitesse cela évolue, à part l'Indonésie, qui est 2022-2023, avec le thorium, au cours des 6 derniers mois, nous avons vu d'énormes changements, pas seulement le Vietnam avec Rosatom. Nous avons vu le gouvernement malaisien dire il y a 1 an, malgré tous les investissements entrants qu'ils ont du monde entier, semi-conducteurs et éoliens solaires, etc., du monde entier, que soudainement nous devons commencer à regarder de près le nucléaire. Encore une fois, dirigé par le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, nous allons faire cela sur une période de 12 mois. Ils viennent de décider qu'ils vont suivre la voie des SMR. Cela leur prendra jusqu'en 2035 pour le faire, parce qu'ils veulent avancer étape par étape pour s'assurer que les gens comprennent que ce type de nucléaire n'est pas le nucléaire de Gen 2, qui représente les accidents qui se sont produits auparavant. Ces accidents ne peuvent plus se produire dans Gen 3, Gen 4. Il faut donc aussi 1 an ou 2 pour obtenir l'adhésion. Et puis je pense que tout récemment, j'ai été très surpris de voir Singapour, une petite île. Vous savez, voulons-nous vraiment du nucléaire? Et je pense que c'était le 19 février, leur vice-premier ministre a dit « Nous devrions vraiment y réfléchir parce que nous avons vraiment besoin de quelque chose pour alimenter ces centres de données. » Et le lendemain, ils ont investi 5 milliards de dollars dans un fonds pour réfléchir à la manière dont ils peuvent le financer. Et ils recherchent également des conseillers pour les aider avec un programme nucléaire. C'est Singapour, très conservateur, une île, gérée de manière conservatrice, et voyez à quelle vitesse cela a évolué à partir du conservatisme. Nous devons nous lancer pour faire avancer cela. Donc je pense que les nouvelles sur le besoin de nucléaire ne concernent pas seulement Google et tous les grands acteurs, Amazon, etc. Cela concerne également ces pays. Mais il n'y a pas assez de presse ou d'informations sur le thorium. C'est pourquoi je voulais faire cela avec vous, pour enseigner aux gens, car il y a très peu de connaissances à ce sujet, et il y a très peu de connaissances sur la profondeur de son histoire. Les États-Unis avaient cette technologie entre leurs mains pendant de nombreuses années. C'était une petite partie de ce qu'ils faisaient dans la pièce originale de la période de 965 à 169. Ils avaient tout cela. Et juste. Eh bien, la Chine prend évidemment déjà les devants. Mais vous avez mentionné Rosatom, la société nucléaire russe. La Russie a tendance à occuper une position très dominante dans l'énergie nucléaire. Ils ont beaucoup de constructions de nouvelles centrales nucléaires dans le monde sur leurs livres. Nous voyons qu'ils ont un... Eh bien, monopole est un mot très fort,
mais ils ont au moins des solutions nucléaires clés en main. C'est-à-dire qu'ils peuvent construire les centrales nucléaires, les exploiter, fournir le combustible et éliminer les déchets. Alors, dans quelle mesure pensez-vous que les Russes pourront en bénéficier grandement? Sont-ils capables de s'y adapter ou cela sera-t-il un concurrent pour leurs industries existantes? Je pense, comme je l'ai dit auparavant, que les gens envisagent plusieurs façons différentes d'aborder cela, n'est-ce pas? Le thorium pourrait en faire partie, l'uranium pourrait en faire partie. Mais je vais reprendre votre point que vous venez de faire, qui est excellent. Au Zimbabwe, l'année dernière, Rosatom a proposé d'exploiter l'uranium, de construire la centrale électrique, de développer le centre de données, de gérer toute l'exploitation minière et aussi de s'occuper de la fabrication. Une liste complète de ce qu'elle peut faire pour le gouvernement, une liste clé en main de ce qu'elle peut faire. Et c'est l'ensemble de compétences que Rosatom a développées. Très puissant pour de nombreux pays à travers l'Afrique. Oui, en fait, vous parlez maintenant de construire une usine de fabrication en Guinée. Oui, donc je pense que la Russie s'en sort assez bien. C'est une entreprise commerciale avec, comme je le dis, je pense que c'est 20 milliards. Eh bien, c'était autrefois une capitalisation boursière de 20 milliards, mais le marché aujourd'hui, qui sait? Mais oui, une entreprise de taille considérable et rentable. Donc, ils s'en sortent assez bien. Donc je pense que c'est complémentaire parce que c'est offshore. Beaucoup de ça va être offshore et beaucoup de ça diversifie les revenus à travers les entreprises, ce qui est là où Rosatom s'est construit. En termes de, étant donné que contrairement à l'énergie nucléaire traditionnelle, cela ne peut pas vraiment être militarisé, cela ne peut pas être utilisé pour une bombe, cela aurait-il un impact très, je suppose, positif sur la prolifération nucléaire? Parce que tout le monde veut un programme d'énergie nucléaire, mais une fois, encore une fois, vous avez cet usage dual. Il se rapproche de la technologie de construction d'armes nucléaires. C'est généralement à ce moment-là que les pays deviennent nerveux et nous finissons par avoir des conflits. Voyez-vous cela comme ayant un impact bénéfique sur la prolifération nucléaire, c'est-à-dire pour la ralentir? Je ne vois pas le thorium comme aidant à construire la prolifération nucléaire, parce que, comme vous le savez, vous ne pouvez vraiment pas le militariser. C'est ce que le gouvernement américain, l'armée américaine et la marine américaine ont choisi en 1972, disant que nous ne pouvons pas l'utiliser parce que nous ne pouvons pas le militariser. Donc, mais j'espère que le monde avance dans ce sens. Vous savez, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et ils sont passionnés par cela, parce que c'est une voie qui a été déclarée en 1959. C'est une technologie nucléaire sûre. Utilisez-la. Cela aidera à nettoyer le CO2 du monde. Ce n'est rien de nouveau. La Chine l'a adapté aux normes de la génération 4. Mais je ne peux pas imaginer. C'est difficile pour les gens de changer cependant. Je pense qu'ils plaisantent toujours en disant que le mot le plus difficile en anglais est changement. C'est difficile pour les gens de passer de leur perception passée du nucléaire. Je veux dire, j'ai vu le film Oppenheimer. Je pense avoir suffisamment de données pour montrer un meilleur film, qui est celui-ci. Car au lieu que des gens meurent, ce sont en fait des gens qui vivent plus longtemps dans un monde plus vert. Mais cela impose beaucoup de changements que les gens n'étaient pas prêts à faire. Comme nous l'avons vu, les compagnies pétrolières ont refusé de le faire en 1959. Je ne vois pas beaucoup d'adhésion maintenant, bien qu'Aramco ait fait un travail fantastique. Les Saoudiens et les Émirats arabes unis ont fait un travail fantastique pour entrer dans le nouveau monde. En termes de développement de la même technologie.
In terms of welcoming, En ce qui concerne l'accueil de nouvelles technologies comme celle-ci, je serais surpris si la Chine n'établit pas un partenariat à l'avenir dans le thorium avec les Émirats arabes unis et avec l'Arabie saoudite, parmi d'autres pays. and with Saudi, among other countries. J'ai vu certains médias accuser la Chine de voler la technologie. Que pensez-vous de ces accusations? What do you make of those accusations? The research I presented years ago, La recherche que j'ai présentée il y a des années, comme je l'ai mentionné brièvement auparavant, en 2011, in 2011, les États-Unis ont ouvert tout cela, toute cette technologie. Et j'ai trouvé des rapports où Harry Reid du Nevada et Maurice Udall de l'Utah l'ont effectivement ouverte spécifiquement pour la Chine. Et j'ai compris que le gouvernement américain a personnellement et professionnellement remis cette technologie au fils de Jiang Zemin, qui vivait aux États-Unis à l'époque, tant qu'il la rendait, tant qu'il la retournait. Rappelez-vous, il y a eu un temps où les États-Unis étaient beaucoup plus amicaux avec d'autres endroits, autour de 2010-2011, comme vous le savez, et le travail que vous avez fait. Oui. Donc je ne vois rien de volé là-bas. Yes, so I don't see anything stolen there. The criticism Lighthizer has is that La critique de Lighthizer est qu'en 2008, lorsque les États-Unis essayaient d'aider un processus antérieur, un processus de Gen 2, à passer à Gen 3, les Chinois avaient une co-entreprise avec les États-Unis, où Lighthizer les accusait de voler des choses au-delà de la technologie pour laquelle ils s'étaient engagés. Oui, mais cela n'a rien à voir avec le thorium. C'était 3 ans auparavant et n'avait rien à voir avec le thorium. Le thorium a en fait été présenté au monde par le gouvernement américain et partagé avec le monde en 2011. C'est donc là que je suis ravi d'être ici pour faire ce point, car je pense simplement que ce n'est pas une bonne idée de déformer les choses, mais d'être factuel dès le départ. Merci d'avoir posé la question. Thank you for asking the question. Yeah. Well, I guess my last question is. Eh bien, je suppose que ma dernière question est la suivante. Étant donné que l'avantage de cela est assez évident, s'il y a 60 000 ans d'énergie bon marché et propre, c'est une excellente nouvelle. Mais, dans la rivalité géostratégique que nous avons, voyez-vous certains être des gagnants clairs par rapport à d'autres qui seraient des perdants clairs? Ou serait-il simplement trop tôt pour le dire? Cela dépend de qui veut investir de l'argent derrière cela. Comme vous l'avez vu jusqu'à présent, les États-Unis ont dispersé des financements ailleurs. Ils n'ont pas été passionnés par cela, alors que la Chine s'y concentre et dit « nous allons le faire dans le cadre de notre plan stratégique ». Nous poussons cela en tant que pays, en tant que facteur de changement pour nous dans le monde. Je n'ai pas vu cela venir des États-Unis ou de quiconque à ce niveau. La France a fait du bon travail. Je pense que la France est une bonne puissance nucléaire et a été alimentée par l'énergie nucléaire. Donc, je peux voir la France jouer un rôle ici, et je peux voir d'autres pays jouer un rôle ici, comme je l'ai mentionné auparavant. Mais je ne vois personne jusqu'à présent derrière cela, parce que la Chine a pris cette décision en 2011 et a redoublé d'efforts en 2021. Et je ne vois pas cela changer. Non, c'est un peu déroutant. Je fais cela depuis 2018, donc je suis ravi. Et je fais cela chaque année en Islande pour essayer d'enseigner à environ 25 pays. C'est émouvant, mais c'est un processus lent. Mais au moins, j'apprécie l'opportunité de parler et de laisser quelques faits que les gens comprennent. Mais cela se passe depuis 1959. Oui, et les États-Unis ont eu un confinement depuis 1972. Yes, and the US had a lockdown since 1972. Another last question. Eh bien, en fait, une dernière question. Que pouvons-nous espérer voir à l'avenir maintenant? Parce que, comme vous l'avez mentionné auparavant, beaucoup de sceptiques disaient que beaucoup de gens pensaient que cela ne pouvait pas être fait. Mais maintenant, bien sûr,
les Chinois ont leur premier réacteur en fonctionnement. Que pensez-vous qu'il va se passer à partir de maintenant? Est-ce que plus de pays vont se précipiter vers cela? Les Chinois vont-ils simplement commencer à l'étendre à un niveau énorme pour devenir autosuffisants en énergie? Ou serait-ce trop spéculé? Or would it be too much speculation? Well, I can't forecast the future. Eh bien, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je suis assez sûr qu'il y a une liste assez longue de personnes qui veulent utiliser le Linglong 1, qui est leur petit réacteur modulaire, et il sera disponible commercialement l'année prochaine, sinon plus tard cette année. Et je suis assez sûr qu'il y a une très longue liste de pays de l'initiative BRI qui veulent la pièce au thorium lorsqu'elle sera disponible commercialement en 2029 ou 2030. Donc si vous regardez ensuite comment cela transforme l'initiative BRI, comment ça transforme le monde géopolitiquement, je suis sûr que les Chinois comprendront cela bien plus que moi. Alors, l'initiative de la ceinture et de la route sera, je suppose, la principale initiative accordant un traitement préférentiel au pays, n'est-ce pas? Je pense que c'est tout l'objectif derrière la BRI, n'est-ce pas? Que ce soit cela ou une nouvelle forme de soins de santé dont vous n'avez pas parlé, qui s'appelle One Health, One Road. Mais c'est une autre histoire, pas pour aujourd'hui. Donc la Chine continue d'ajouter des avantages pour probablement faire partie de la ceinture et la route qui ne sont pas nécessairement visibles pour les personnes qui la critiquent. Mais c'est énorme. C'est transformationnel. Vous savez, on a l'impression que c'est un moment révolutionnaire. Alors, eh bien, Henry Tillman, merci beaucoup pour votre temps. Je l'apprécie vraiment. C'est un sujet fascinant. Eh bien, j'apprécie l'occasion de partager certaines de ces données avec les gens parce que c'est une considération importante. Et pour moi, en tant que père et grand-père, je me sens plutôt bien car vous savez, nous nous dirigeons maintenant vers un endroit où ce n'est plus stoppable. Cela a été mis en pause pendant 40 ou 50 ans et maintenant c'est sorti. Et une fois que le génie est sorti de la bouteille, il ne va pas y retourner. Encore. Merci beaucoup.